Qui n'a pas éprouvé le plaisir primordial, en quelque sorte, de toucher la Terre, d'y plonger ses mains? De tout le matériau naturel, la Terre est probablement celui qui a la signification symbolique la plus forte, le lien le plus fort avec nous. Nous y marchons, nous y faisons pousser notre nourriture, c'est quelque part notre ressource universelle. Et c'est de terre qu'on va parler dans cette session. On va plonger nos mains dans la terre. Bienvenue donc au Square Hall, le studio télé et salle de conférence de Homo Faber. Pendant toute la durée de l'exposition, nous accueillons dans cet espace des faiseurs, des penseurs, des artisans, des artistes, des créatifs, des designers, des architectes, des experts pour parler de leurs travaux, de leurs expériences, de leurs visions, de leurs réalisations. Et je vous donne la bienvenue aussi, évidemment, au nom de la Fondation Bettencourt-Schueller, qui est notre partenaire et qui a organisé cette session. Je dois d'ailleurs vous informer du fait qu'après la session, il y aura une visite guidée au pavillon de la Fondation ici à Homo Faber. Et avant de ça, Alain Lardet, qui est le curateur, va faire une introduction depuis cette scène et ensuite il y aura la visite. Il y a beaucoup de monde dans le pavillon et donc pour éviter de devoir hurler par-dessous la foule pour l'introduction, on va faire l'introduction depuis ici à la fin de la session et puis vous guider dans le pavillon. On va donc parler de terre et en particulier d'architecture en terre. Nous connaissons tous des villes historiques construites en terre, Tombouctou par exemple, mais on a beaucoup d'autres. Ce qui est moins connu, c'est que la terre est un matériau très contemporain dans l'architecture. Et on va s'en rendre compte, je pense, de façon assez immédiate avec la première intervention de la part de Romain Anger, qui est spécialiste de l'architecture en terre. Il a écrit un livre sur le sujet. Il est directeur scientifique d'une équipe multidisciplinaire, Amaco, qui réalise justement des projets en terre. Il faut ajouter aussi qu'Amaco a été responsable de la conception technique et de la construction de la structure en terre du pavillon de la Fondation Bettencourt, ici à Homo Faber, qui héberge l'exposition pour l'intelligence de la main, dont on va aussi parler brièvement plus tard. Et donc, on a demandé à Romain de poser le décor sur l'architecture en terre. Romain, à toi. Bonjour à tous, merci de votre présence et de votre attention. Donc moi, je vais vous parler de terre et comment cette matière qui est sous nos pieds peut devenir matériau de construction et architecture. Et nous affirmons qu'il est possible de construire massivement des logements, des immeubles et même des villes en terre. Et d'ailleurs, ça s'est toujours fait. Un tiers de la population mondiale vit dans des constructions en terre. Vous voyez ici Shibam, surnommée la Manhattan du désert, une ville patrimoine mondial de l'UNESCO au Yémen. Et ce qui est incroyable avec cette ville, c'est qu'elle est entièrement construite avec des briques de terre, des briques de boue. Et quand on voit ça, il y a une question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est comment ça tient? Comment est-il possible, avec de la terre, c'est-à-dire avec une matière qui se change si facilement en boue, de faire des immeubles de 8 étages, 30 mètres de haut, et qui tiennent pendant plus de 500 ans? Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce patrimoine exceptionnel. Je vais vous parler des techniques modernes de construction en terre et de l'architecture contemporaine que ça produit. Alors ce qui est magique avec la terre, c'est que c'est de la terre crue. On n'utilise pas le feu, on n'utilise pas la cuisson, on utilise l'eau pour transformer cette matière première. Et on distingue 5 états hydriques dans notre jargon, qu'on appelle sec, humide, plastique, visqueux et liquide, au fur et à mesure que la quantité d'eau augmente. Et toutes les techniques peuvent être classées selon ces états hydriques. Par exemple, à l'état humide, la terre va être compactée pour faire ce qu'on appelle du pisé. Alors, le grand maître du pisé à l'heure actuelle, c'est Martin Rohr. C'est un Autrichien. Vous voyez ici son entreprise de préfabrication du pisé qui s'appelle Lenton Erde. C'est un immense coffrage, une grande ligne de préfabrication. La terre est versée dans cet état qu'on appelle humide, presque sec, on va dire. Et elle est compactée avec des petits robots la terre est versée comme ça, en couches de 15 cm environ. Et par simple compaction, la terre devient solide.
Et l'étape suivante, c'est qu'on peut décoffrer ce grand mur. Et ensuite, ce grand mur qui est dans un atelier de préfabrication est découpé avec une scie circulaire pour réaliser des blocs géants qui vont sécher plusieurs mois en atelier et qui sont ensuite directement amenés sur le site, sur le chantier de construction, qui sont soulevés avec des grues, maçonnés avec du mortier de terre. Et puis la touche finale, c'est qu'on va reboucher les joints entre ces gros blocs de terre pour donner au final un aspect monolithique au mur, un aspect monolithique que les architectes apprécient beaucoup. Et ça va produire cette architecture, par exemple, les stars mondiales de l'architecture comme Herzog et de Meuron qui ont réalisé ce bâtiment qui est le plus grand bâtiment moderne, un des plus grands en terre crue, réalisé par Martin Rohr. Mais c'est quelque chose qui se développe partout. En France, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent la terre. Ici, par exemple, c'est la même technique de construction de préfabrication pour un bâtiment fait en 2014 des architectes Nook. C'est un musée à Dellingen qui utilise la même technique. Alors ça, c'est une installation éphémère que nous avons réalisée à Amaco aux grands ateliers chez nous. Et c'est pour montrer comment cette technique peut aussi, avec des blocs qui ont toujours la même forme, créer des ouvertures, créer comme ça des jeux de lumière et de texture, avec aussi tout l'intérieur de la structure qui a été gratté, texturé, pour être différent de la texture externe. Alors il y a des jeunes talents, on parle beaucoup de talents au mot Faber. Mathilde et Nicolas Béguin, par exemple, ils réalisent des œuvres d'art en terre. Ça, c'est un monolithe noir cylindrique avec une terre noire. Et ce qui est très intéressant avec la terre, c'est justement cet effet de strate qui va donner ces textures et capter la lumière. Et aujourd'hui, il y a une tendance actuelle qui va beaucoup s'accentuer justement avec Rami Fischler, qu'on va voir tout à l'heure, qui est que cette terre devient un matériau pour faire aussi des objets, pour faire du mobilier. Et ici, ce que vous voyez, c'est un petit meuble à tiroir qui s'ouvre avec un objet qui fait que 5 cm d'épaisseur. Et ça, c'est les collègues d'Amaco, Zoé Trick et Gianfranco Noriega, qui ont fait aussi des pieds de lampe comme ça. Donc ça devient du mobilier, ça rentre dans la maison aussi de cette manière. Et ce que vous voyez ici, c'est un intérieur où l'objet central, le mur central, n'est pas un mur, c'est un objet préfabriqué, c'est un poêle de masse qui est creux. Et donc on va pouvoir faire du feu à l'intérieur. Et en faisant du feu, la terre va emmagasiner la chaleur et quand le feu s'éteint, la terre continue à restituer la chaleur. Et ça, c'est l'avantage écologique de ce matériau, c'est qu'il a une grande inertie thermique. Toujours à l'état humide, on a une autre technique de construction plus moderne, qui date des années 50, qui s'appelle BTC, bloc de terre comprimé. La terre va être compactée avec une presse qui va être plus ou moins manuelle, plus ou moins mécanisée, automatisée. Et ces blocs de terre vont ensuite sécher, et puis ils peuvent être utilisés comme n'importe quelle brique mis en œuvre selon les principes de la maçonnerie. Et ici, vous voyez ces blocs de terre comprimés qui ont servi à faire un grand auditorium en terre crue dans un bâtiment de Philippe Madec à Cornebarieux. Et apparemment, les spectacles sont beaucoup plus drôles dans la terre crue. Voilà, si on continue notre exploration, on atteint l'état plastique, on rajoute de l'eau. État plastique, ça veut dire que la terre est malléable comme de la pâte à modeler. Et dans cet état, la technique la plus utilisée au monde, c'est la brique de terre moulée qu'on appelle adobe. Alors je vous montre comment ça se passe à travers une installation qui a été réalisée par Zoé Trick et Gianfranco Noriega d'Amaco. On prend des terres, des seaux de terre de différentes couleurs, on rajoute de l'eau, ça devient plastique. Les visiteurs ici moulent les briques à la main, ça sèche. Une fois que c'est sec, il y a toute une série d'installations au sol qui ont été réalisées. Et puis petit à petit, ces briques sont assemblées pour s'élever, pour commencer à faire des structures et des micro-architectures.
et à la fin, on obtient un mur. Voilà. Et ce qui est intéressant avec la brique de terre aujourd'hui, à Amaco, il y a tout un travail pour faire connaître aussi ces techniques aux architectes, parce qu'avec Martin Rohr, tous les architectes veulent faire du pisé, parce que Martin Rohr est passé par là, mais nous, ce que nous disons, c'est que toutes les autres techniques ont autant de potentiel esthétique, plastique, contemporain, etc. Donc ça, c'est des étudiants qui ont réalisé ce petit mur, et on pourrait imaginer, ça c'est un projet virtuel, ce que ça pourrait donner à grande échelle. Donc, architectes, emparez-vous aussi des autres techniques de construction en terre. Voilà, et puis c'est aussi un matériau très industrialisé. L'adobe, dans certains pays, ça c'est des productions de briques de terre moulées en Allemagne. On va en trouver aussi aux États-Unis, en Corée du Sud, etc. Et dans ces mêmes sites industriels, on va trouver de nouveaux matériaux, comme par exemple des panneaux d'argile, toujours à l'état plastique. Là, on voit du roseau à l'intérieur qui sert d'armature. Et ces panneaux d'argile vont être l'équivalent pour la terre d'une plaque de plâtre que ensuite, une fois que c'est sec, on peut visser sur une ossature pour des cloisons, des faux plafonds, etc. Et là, aujourd'hui, on travaille sur la production de panneaux d'argile fibrés. On rajoute des petites fibres qui peuvent être, par exemple, tout simplement des fibres de papier. Là, vous les voyez, les fibres apparaître un petit peu. Et l'avantage... Ah, il n'y a pas le son. Là, c'est juste une plaque d'argile et de fibres sèche. Et quand on tape dessus, elle ne casse pas. Elle se déforme, mais elle ne se casse pas. Alors là, le but du jeu, c'est pas tant de casser la plaque que de casser les préjugés qu'on peut avoir sur la terre crue. Voilà. Donc quand on augmente la teneur en eau, on arrive à ce qu'on appelle état visqueux. État visqueux, la terre est malléable. Non, elle n'est pas malléable. Elle s'étale sous son propre poids, ça colle au doigt. Et on va faire des mortiers, ça on en a déjà parlé. Et surtout, alors ces mortiers de terre ont l'avantage de beaucoup coller, donc ça va pouvoir permettre de faire des voûtes, des coupoles de manière extrêmement rapide, comme vous pouvez le voir ici. Et surtout, avec cette terre visqueuse, on va faire ce qu'on appelle des enduits en terre. Donc là, c'est au Japon. Il y a une très grande tradition d'enduits en terre. Au Japon, ça c'est un maître qui s'appelle Naoki Kusumi. Donc c'est de la terre blanche. Et ce qui est intéressant chez les Japonais, c'est en fait n'importe quelle tradition artisanale, constructive, prend des dimensions hallucinantes. Là, ils ont des outils très très différents pour réaliser un enduit. Et dans ce cas précis, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment lisser la terre. Alors, il n'y a que de la terre, dans ce que vous voyez là. Ils vont lisser la terre pour obtenir une surface parfaitement lisse et un effet brillant. Donc là, on est vraiment dans la maîtrise du geste. Et voilà, et juste en lissant la terre, elle devient brillante. Alors on peut même obtenir des surfaces, ça c'est un sol en terre lissée, parfaitement brillante comme ça, comme du marbre. Voilà, et puis on a toutes sortes de couleurs en terre crue. Ça c'est un Allemand qui s'appelle Daniel Duchert. La créativité est infinie avec cette matière. Donc là, il prend une couche de terre rouge, il rajoute une couche de terre blanche, et puis il va gratter pour faire apparaître des motifs. Dans ce cas-là, c'est légèrement différent. Les formes carrées apparaissent parce qu'il a enrichi en gravier les zones où il y a les graviers. Voilà. Et puis, une technique en émergence, c'est la terre coulée. Ce que vous voyez là, ça ressemble à du béton, mais c'est de la terre coulée. Le but du jeu, c'est d'aller plus vite sur les chantiers par rapport au pisé. C'est encore une technique en gestation.
Et quand on ajoute de l'eau, on atteint l'état liquide. Et l'état liquide, on va malaxer la terre pour faire ce qu'on appelle une barbotine liquide, que vous voyez un petit peu là. Et cette barbotine liquide, on va la mélanger avec des fibres. Dans ce cas-là, c'est des brins de paille. Ça peut être de la chènevotte, de chanvre. Ça peut être toutes sortes de fibres, des copeaux de bois. Et avec ça, on va remplir une ossature bois pour faire un matériau allégé et isolant. Donc, le grand spécialiste de ça, c'est un Allemand qui s'appelle Franz Vollart. Vous voyez une maison qu'il a réalisée ici, qu'il a conçue. La terre est enduite, donc on ne la voit pas, mais il faut imaginer là que les murs sont faits de bois, de terre et de paille. Voilà, et aujourd'hui, ce qu'on montre avec cette terre, c'est que tout est possible. On peut faire toute une gamme de matériaux avec la terre crue. Ça, c'est une exposition qu'on a réalisée au pavillon de l'Arsenal. Et sur cette grande table, tout au bout, tout en haut, on a collecté des terres de déblais de chantiers de Paris qui sont jetées dans des décharges. Et on a montré que ces déchets, par une méthode scientifique et technique, peuvent être transformés en toute une gamme de produits. Et aujourd'hui, il y a plein de partenaires qui se sont assemblés, qui nous rejoignent dans cette idée un peu folle de construire en terre à Paris, à plus grande échelle. Donc le projet Cycleterre, le but de ce projet, c'est de créer une fabrique de matériaux en terre crue à Paris, à Sevran exactement, avec ces terres de déblais. Et en parallèle de ça, il y a de grands concours qui ont été gagnés, en particulier ici, toujours à Paris, un quartier de 65 000 m² en terre crue par le promoteur Quartus, les architectes Wangshu, Joly-Loiret, Lipski-Rollet. Et donc le but du jeu, désormais, ça va être de construire en terre à grande échelle, c'est-à-dire construire avec ce qu'il y a sous nos villes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Romain. On va maintenant regarder de plus près au pavillon l'intelligence de la main, qui est ici à Oberfabert, c'est le pavillon de la Fondation Bettencourt-Schiller, et qui prend son nom du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main, qui est attribué par la Fondation depuis 1999 et qui célèbre l'excellence, l'innovation et la collaboration dans les métiers d'art. L'exposition, et je m'excuse, je suis en train de faire avancer les slides sans mon rencontre. L'exposition hébergée dans le pavillon accueille les travaux qui ont été primés pendant ces 20 ans, ce qui montre aussi une certaine évolution dans l'approche du prix, certainement, mais surtout dans les métiers d'art en France. Et le curateur du pavillon a été Alain Lardet, mais la mise en scène de l'exposition est l'œuvre d'un designer, Rémi Fischler, auquel on a demandé de nous parler de l'intelligence de la main, de la mise en scène du pavillon et de la salle. Et évidemment, la raison pour en parler, c'est que le pavillon est complètement construit en terre. Rémi, à toi. Bonjour. C'est comme ça ? Ça va venir. En tout cas, je peux déjà commencer juste petite introduction. Donc voilà, merci. Je regarde juste si ça marche. Ça marche, très bien. Donc je suis Rémi Fischler, moi je suis un designer que beaucoup de gens dans la salle connaissent puisqu'il y a tout mon studio ici. Voilà, on est une agence qui travaillons sur tout type d'échelle de projets et c'est important de le dire parce que ce que vous allez voir justement ici, c'est pas un objet, c'est pas une architecture non plus, c'est un peu un entre-deux. Et alors comment j'ai rencontré Amaco, puisqu'on va parler de ça. Non, je commence tout de suite par d'abord Alain Lardet, voilà, qui nous a invités sur ce projet. La Fondation Bettencourt-Schuller crée donc ce prix de l'intelligence de la main. Ce sont des objets qui souvent réunissent des artisans et des designers. Donc c'est toujours aussi un travail sur le dialogue et c'est aussi surtout une façon de valoriser non pas le résultat, mais la démarche. Et je pense qu'Alain Lardet en parlera évidemment mieux que moi, mais c'est important pour comprendre
notre contribution et notre façon de travailler sur ce projet, nous avons aussi souhaité ne pas faire un travail qui est un résultat, mais en fait proposer à la Fondation la même approche, c'est-à-dire une collaboration, un vrai challenge, quelque chose dont on ne savait pas vraiment si le résultat allait être convaincant, mais dont on savait pertinemment qu'il y avait en tout cas une approche raisonnée, du sens et aussi un vrai travail d'artisanat dans la démarche même de la scénographie. Je commence par montrer, c'est une anecdote, mais qui explique aussi comment est-ce que j'ai découvert Amako et même comment nous, designers, et le studio s'est intéressé à la Terre. Quand on parle d'échelle, là par exemple, c'est un objet. On fait des objets, on ne fait pas d'architecture, mais c'est un objet qui est très grand. C'est un mobilier public là c'est une esquisse en fait qui a été commandée par José Manuel Consalves, qui est le directeur du 104, mais qui dirige aussi la création artistique du Grand Paris, qui travaille sur toute la relation entre la fabrication des gares du Grand Paris et la culture et les artistes qui vont intervenir dans ces gares. Et nous avons été invités à juste réfléchir sur un objet qui pourrait s'installer devant les gares durant le chantier. Donc un objet qui peut attirer les familles, les voisins et permettre aux gens de profiter du chantier pour aussi avoir une place, puisque Nicolas l'a dit, les chantiers souvent sont très longs. Et notre proposition, en fait, au-delà même de sa forme, a été de se dire qu'on vient juste avec des moules et qu'on utilise la matière de fabrication de la gare elle-même. Et naturellement, on s'est dit qu'on va utiliser le béton, puisque beaucoup des gares sont quand même encore construites en béton. Et petit à petit, la question a mûri, parce que aussi, on s'est rendu compte que le chantier du Grand Paris, c'est aussi beaucoup de matière qu'on retire du sol, en fait. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne retirerait pas tout simplement cette matière et on ne ferait pas du mobilier public? C'est plus conceptuel que réel, on sait très bien que c'est plus compliqué que ça l'est, mais je me suis tourné vers le pavillon de l'Arsenal, et voilà. C'est là où on voit encore qu'on travaille souvent en écosystème avec plein de gens en bonne intelligence. Et Alexandre Labasse m'a tout de suite parlé d'Amako en disant, voilà, si tu veux travailler la terre, rencontre Amako. C'est comme ça que notre rencontre a démarré. Et finalement, pas pour faire ce projet-là, qui se fera peut-être plus tard, mais dans le cadre de l'exposition Homo Faber. Je vous fais passer des images, en fait. En fait, je ne vais pas me faire un torticolis, je les vois devant moi, qui montrent une chose qui est évidemment très simple, hein, c'est les ateliers d'Amako, mais qui me permettent de dire, peut-être pour rebondir aussi sur la rencontre précédente, qu'évidemment, on le sait tous, il y a urgence à considérer des matériaux aussi nobles que simples comme la terre, mais nous, on vient d'un domaine en fait très transversal. Le design, on peut traiter du mobilier urbain, on peut travailler avec des institutions publiques, mais aussi on est dans le monde du luxe, et Homo Faber le prouve bien. Ici, on est dans un territoire où on montre l'artisanat le plus sophistiqué. Beaucoup de groupes de luxe ont créé des fondations pour préserver l'artisanat, et je pense qu'il y a des ponts, des passerelles aujourd'hui à faire, parce que l'urgence de réfléchir de façon écologique, elle est vraie dans les associations, mais elle est aussi vraie dans le monde du luxe. Et le travail qu'on a réalisé avec Amako dans ce cadre-là, c'est justement de transposer un peu toutes les questions qui ont été posées de comment faire en fait avec ce qu'on a sur place. C'est vrai que c'est une forme d'urgence, mais dans nos métiers, il y a aussi une réalité sur la préservation de métiers artisanaux ancestraux, qu'on ne peut pas bousculer, on va dire, aussi vite. Il y a des codes, il y a des écoles, et je pense que notre métier aujourd'hui, c'est de faire le pont justement entre ces métiers de l'artisanat et cette urgence de considérer que des matières aussi simples que la terre n'invoquent pas juste uniquement l'esthétique, mais aussi des notions écologiques. Et que tout ça, on le fasse aussi dans les cadres de projets extrêmement sophistiqué. Je vous montre quelques exemples du travail qu'on a fait ensemble. C'est la scénographie que vous allez voir plus tard, puisque c'est le but de parler de ça, mais j'en profite pour vraiment appuyer ce point-là, on en parlera peut-être après.
Ici, on voit que notre scénographie, nous l'avons posée sur un tapis. Vous allez voir le lieu, il est extrêmement beau, il est extrêmement raffiné. Mais au final, l'intérêt de mettre la terre là, c'est justement d'évoquer le fait que cette architecture, aussi simple soit-elle, est extrêmement complexe à faire. Cette scénographie que vous voyez là, elle est à la fois très simple quand on parle de sa matière, mais extrêmement complexe puisque c'est une exposition qu'on veut itinérante. Il faut qu'elle se démonte, qu'elle se remonte. On projette dessus, on fait appel à des motion designers pour intégrer de la lumière dans des textes gravés directement dans la terre. Et j'en profite pour dire qu'évidemment, l'objectif final de cette scénographie, c'est un écrin pour présenter d'autres objets. Hein. La scénographie n'est qu'un des éléments évidemment de l'exposition. Et après, il y a les pièces qui sont intégrées. Et pourquoi la terre fait sens? C'est parce que c'est aussi cette matière qui rejoint toutes les autres. On y présente des objets en terre, en céramique, en métal, et dans toutes ces matières, la terre est finalement le lien. Et je pense que c'était une intuition, mais je pense qu'en tout cas, la réussite pour nous de ce projet, c'est qu'on voit bien que la scénographie ne prend pas le dessus sur ces objets, qu'il y a une forte harmonie finalement entre cette matière qui les met en valeur et les matières elles-mêmes des objets présentés. Et j'en profite pour expliquer rapidement que avant tout c'est une rencontre. Voilà, la scénographie a été un prétexte pour faire émerger un travail collectif entre des décorateurs, des designers, des architectes, des artisans et des spécialistes de la terre. Mais l'objectif surtout a été de commencer une relation de travail qui a fait émerger d'autres collaborations. Avec Nicolas Delon, nous allons réaliser un restaurant dans la Tour Eiffel. Amaco est présent. En ce moment, nous réalisons un projet qui est vraiment dans l'univers de l'art décoratif, puisque c'est une scénographie réalisée pour AD Intérieur. Eh bien, nous avons vraiment choisi de venir y poser des objets en terre, parce que nous avons la conviction, encore une fois, qu'en transposant ces problématiques dans les endroits les plus luxueux, eh bien, on peut aussi faire réagir une autre catégorie de personnes qui ont aussi un énorme pouvoir dans la réalisation, la fabrication, l'investissement financier de projets futurs. Et donc, c'est une catégorie de public qu'il faut aussi absolument toucher. Et donc, on est ravis, nous, de faire le pont, finalement, entre le monde de l'artisanat et le monde du luxe à travers ce type d'objet. Là, il s'agit d'un objet très simple. Ce sont des stèles que vous pouvez encore découvrir rue de la Bûcherie dans le 5e arrondissement. Avec cette prouesse vraiment technique, parce que je pense que, Romain, tu l'as dit peut-être, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas compris, c'est que ça reste de la terre crue. Hein, on ne cuit pas la terre. Là, les objets que vous voyez ici et la scénographie que vous verrez, elle n'a passé par aucun autre traitement que la nature qui a séché cette terre. Et ces objets que vous voyez ici, c'est le cas aussi. Et c'est ça toute la beauté de cette matière. Voilà, merci. Merci beaucoup. Entre-temps, on va enlever le podium. On a perdu la dernière image à un certain point. Je m'excuse, il y a un petit pépin technique, mais j'espère que ce n'est pas trop grave. Et puis, j'invite évidemment Romain à nous rejoindre également. Et puis, on a un troisième invité qu'on a déjà vu dans la session précédente, Nicolas Delon, cofondateur de l'agence Encore Heureux et aussi co-curateur du pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise de cette année, qui est juste là en face de nous, en fait. Et puis chacun a un micro. Et Nicolas, on commence par toi peut-être, parce qu'on parle ici de l'intelligence de la main, sur le pourquoi on fait les choses, de la façon dont on les fait. Et une des raisons pour lesquelles on a créé cette exposition Homo Faber, c'est qu'on a un peu l'impression que cette intelligence se perd. Elle se perd parce qu'on a considéré que ce qui était le travail manuel, par exemple, était dévalorisé dans nos sociétés,
Parce que quand on est à l'école, quand on n'est pas forcément bon à l'école, on vous dit vous allez faire un métier manuel parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a des lycées professionnels. Et, donc c'est vraiment c'est le résultat d'une erreur collective, hein, d'une vision d'une société qui pense que la question de la technique, de la matière et de l'effort même n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, face à une société qui se digitalise à très très grande vitesse, on sent qu'à l'inverse, on a peut-être la nécessité de se reconnecter à cette matière, à ces outils, à ces savoir-faire. Et on a cette nécessité peut-être pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'urgence de changer nos façons de construire. On a parlé de l'épuisement des ressources. Le sable, par exemple, est une matière en voie de disparition. Ça, il faut que tout un chacun en ait une conscience très fine. C'est un paradoxe total, ça, non? C'est un paradoxe parce qu'en fait... Le sable est synonyme de l'infini. Absolument. Voilà. Mais si vous voulez, le sable du désert, en fait, a été roulé par le vent et du coup, le grain est trop rond et donc on ne peut pas en faire du béton. Et donc, il y a uniquement le sable marin, le sable des plages. Donc, on est en train de gratter des plages, d'aspirer. Des très gros bateaux partent en Indonésie, comme ça, aspirer des plages entières pour ensuite ramener ce matériau. Il y a des mafias aussi, du coup, qui s'intéressent à cette ressource. Et donc, il faudrait qu'on considère, les concepteurs, les architectes, que nous avons un devoir d'utiliser le moins de sable possible et non le moins de béton. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le béton, mais en tout cas, nous, on a la position de dire que le béton est trop précieux pour s'en servir de manière déraisonnable. Et c'est vrai que la terre et le travail que fait Amaco et d'autres aujourd'hui en ce moment montrent qu'on a une urgence à redécouvrir. Ça, il faut aussi se dire que c'est des choses qui étaient là il y a quelques dizaines ou centaines d'années. Tu as parlé de ces villes historiques construites en terre. Le réemploi des matériaux, par exemple, l'histoire de l'architecture, c'est l'histoire du réemploi. À Venise même, vous avez des bâtiments qui ont été déconstruits pour en reconstruire d'autres. Et donc, on a toujours utilisé les matériaux. C'est uniquement depuis l'ère industrielle que l'on pense qu'on peut comme ça appuyer sur des boutons et construire sans cesse des nouvelles choses. Mais là, on voit bien qu'on est au bout de cet exercice. Et donc, c'est le travail que nous menons avec Rami, avec d'autres, pour vraiment prendre la mesure. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va assez vite ? Et je répondrai que non. Et donc, on essaie d'utiliser toutes les occasions comme celle-ci pour vraiment considérer qu'il faut s'engager beaucoup plus fortement dans cela. Tu as mentionné le fait qu'on vit dans un monde de plus en plus virtualisé et intangible. Dans le pavillon, vous avez toute une série de réflexions assez profondes, en partie aussi sur cet élément-là. Comment est-ce qu'on articule une réflexion sur ce sujet ? Entre la virtualité de notre monde et le fait que les capacités manuelles sont en train un peu de disparaître, etc. Alors, on l'articule par la relation entre les échanges de compétences. Et donc, ça rejoint aussi la discussion de tout à l'heure sur la transmission, sur le savoir-faire, sur la nécessité de se relier. Et aujourd'hui, avec Rami, quand on travaille sur ces nouveaux projets, ce qui nous intéresse, c'est de créer les conditions de l'émergence d'un résultat. Et c'est aussi un changement de vision des architectes qui, peut-être avant, se levaient le matin en se disant « Ah, j'ai rêvé un bâtiment comme ceci, et je le dessine, et je suis le démiurge qui va tout faire pour le réaliser. » Aujourd'hui, on est vraiment dans des architectures de processus où on va aussi laisser se surprendre par les conditions de ces équipes réunies, les conditions des matériaux, les conditions des personnes qui les mettent en œuvre et les conditions des savoir-faire. Rami, une question, mais dans une façon un peu différente, parce que au centre de ton travail, de ta réflexion, il y a un peu le sens des choses. Le sens de ce qu'on fait, le sens de la matière. Alors ce sens-là par rapport au fait que beaucoup du sens aujourd'hui vient des écrans qu'on a dans la main. Quel type de challenge on a là pour convaincre les gens de l'utilité de ce type de réflexion? Alors, je pense que Nicolas a bien répondu. Je pense que les écrans ne enlèvent pas, et je pense que ça a été dit aussi avant, le plaisir que les gens continuent à avoir, à toucher, à vivre, à expérimenter. Je pense que même si on va dans les, on va dire, dans les univers les plus commerciaux et les plus marketing, personne aujourd'hui ne challengera le fait qu'on parle d'expérience client. Les gens ont envie de vivre des choses, de vivre des histoires. Et je pense qu'on n'est peut-être pas les personnes les plus communicantes, ni Nicolas, ni moi, ni Amaco, mais pourtant on sait aujourd'hui la force de la communication. C'est-à-dire qu'il y a les écrans, par exemple, il ne faut pas en avoir peur. Si c'est dans l'exposition que vous allez voir justement après, c'est plutôt à vous que je le dis, mais de l'intelligence de la main, il y a de la réalité virtuelle
Il y a des casques qui nous permettent de nous asseoir à côté d'un artisan. C'est quelque chose qui était impossible avant. Et moi, j'aime ce rapprochement et le fait que, pour parler même de la matière et des choses les plus urgentes, comme disait Nicolas, parfois il faut en abuser et bien l'utiliser. Donc ça répond d'une certaine manière à la question, je pense. Pour venir justement au pavillon, la structure en terre du pavillon, moi j'ai été 2 fois, puis j'ai remarqué que les gens entrent, et quand on leur dit c'est en terre, ils sont un peu surpris. Ils ne s'attendent pas à ça. Ça ressemble à quelque chose d'un peu insolite, mais on n'est pas sûr de ce que c'est. Puis on leur dit, il est en terre, et ils vont toucher pour vérifier que ça soit vrai, ils mettent les doigts dans les petites imperfections. On a perdu tellement la connexion avec ce matériau qu'il faut qu'on nous dise que c'est en terre. Oui, et puis il faut toucher, et puis ça se dégrade, et c'est pas grave. Oui, en fait, c'est le bonheur de redécouvrir la matière simple. Et encore une fois, je pense c'est aussi la surprise de voir quelque chose de très sophistiqué avec cette matière. C'est-à-dire quelque chose qui tient debout. Enfin, ça paraît paradoxal, mais je crois qu'on a vraiment perdu cette notion que la terre peut être quelque chose de solide, de magnifiquement bien réalisé, quelque chose qui se structure, qui se monte, qui se démonte. Et heureusement, je dirais que dans beaucoup des enjeux qu'on a, architectes et designers aujourd'hui, qu'il y a cette notion de plaisir qui est ultra importante, hein, parce que voilà, je réagis toujours à la question de l'urgence. Dans le mot urgence, il y a toujours un peu cette idée de peur de ne pas pouvoir aboutir. Et c'est vrai, nous on le sait en tant que professionnels qu'il y a une urgence, mais une autre partie de notre métier, c'est de faire des choses qui font vraiment plaisir aux gens, parce que s'ils ne ressentent que l'urgence, ils s'en détournent en fait. Et je crois qu'une partie de notre métier, c'est d'amener ces problématiques dans des formes et dans des expressions qui donnent plaisir aux gens de vivre l'expérience sans forcément tout de suite être confronté à une problématique impossible à surmonter en tant qu'être humain. Tu as parlé avant de la complexité de la construction du pavillon. Tu as fait référence au fait qu'il faut qu'il soit mobile, on puisse le construire ailleurs. Est-ce qu'il y a une complexité inhérente, sans l'aspect démonter et remonter, mais c'est quoi la complexité, la difficulté de monter un pavillon comme ça, techniquement? Je pense que déjà, et ça je remercie évidemment la Fondation et Alain de nous avoir suivis, c'est de pousser plus loin juste la notion de scénographie. Et encore une fois, de profiter d'une occasion qui n'arrive pas souvent. Hein. Je pense qu'au Mot Faber, il faut venir pour se rendre compte de l'importance de ce type d'exposition, parce que comme c'est la première fois, les gens n'ont pas non plus forcément la compréhension de cette importance, mais ça montre à quel point l'artisanat est important, qu'il y a énormément de fondations et d'artisans aujourd'hui qui vivent de ça. Et donc, le plus grand challenge, c'était déjà de convaincre et c'est ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on le fait, qu'au-delà de la question purement scénographique, il y avait un challenge à faire venir l'artisanat, même dans ce territoire-là. Normalement, on aurait pu mettre des très belles parois en BA13 et les objets auraient pu tout à fait vivre d'eux-mêmes. Là, il y a ce dialogue supplémentaire qui, j'espère, fera aussi penser pour les scénographes et les architectes, les designers comme nous, que quand il y a de l'argent à investir dans quelque chose, il n'y a jamais de trop petites occasions pour appeler des artisans, appeler des collectifs et profiter de cette occasion-là sans avoir honte que même si c'est à l'échelle juste d'une scénographie, on peut faire passer des messages. Je n'ai pas du tout répondu à la question. Ça va très bien. Romain, présentation très convaincante. Est-ce que les villes de demain vont être construites en terre? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'un bouquet d'exemples fait un trend? Est-ce qu'on a une tendance dans cette direction ou c'est juste des exemples? En tout cas, il y a 5 ans, si on nous avait dit on va construire un quartier entier en terre à Paris, on n'aurait jamais pu le croire. Pour nous, c'était un rêve inaccessible. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu construire en terre à grande échelle. Ça ne s'est jamais fait à cette échelle-là. Donc là, il se passe quelque chose d'exceptionnel, c'est que ça se passe à Paris. Et c'est important que ça se passe à Paris, parce que c'est un peu comme la question sur le luxe. C'est important que la terre ne soit plus vue comme un matériau du pauvre, mais un matériau de riche. Quand ça se passe à Paris, il y a l'espoir que ça se fasse déjà, mais que ça se fasse aussi ailleurs. Parce que si le concept
L'expérimentation, elle est validée à Paris. Ça commence déjà à se faire à Bordeaux, mais ça pourra se faire dans d'autres villes du monde. Il y a des collègues, la BC Architectes, qui sont présents à la Biennale d'architecture, qui veulent le faire à Bruxelles. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, surtout par la taille des acteurs impliqués. C'est plus un réseau alternatif qui essaie de lutter depuis des décennies. C'est vraiment des acteurs sérieux, de grande taille, qui rentrent dans la démarche. On a vu la photo de cette ville extraordinaire au Yémen, Shibam. J'ai mentionné Tombouctou. Justement, ça, c'est des villes dans des climats plutôt arides, avec un environnement particulier. Puis on parle de Paris, le climat est un peu différent. Quel type d'approche différente il faut adopter pour une réalité comme la réalité européenne? La neige, la pluie, etc. Alors nous, là, on est dans une optique, le but, c'est pas de faire tout terre comme Shibam, c'est chaque matériau au bon endroit, c'est-à-dire qu'on aura des matériaux porteurs pour monter sur 4-5 étages, on est en milieu urbain, que ça soit du béton, du bois, peu importe. Après, nous, on va utiliser la terre comme matériau de remplissage, plutôt à l'intérieur, pour son inertie thermique, c'est-à-dire hors gel, hors d'eau. On ne veut pas le stabiliser avec du ciment, c'est surtout ça qui est important. Et on veut l'utiliser à la bonne place, mais pour vraiment, sur la ville de Sevran, il y a 3000 logements qui vont être construits. Donc le but, c'est d'en mettre un peu partout dans tous les logements, c'est pas de faire l'intégralité en terre. Rami a mentionné l'usure du pavillon, parce que les gens touchent, etc. J'imagine qu'il y a une usure dans les briques en terre, etc., qu'on a vu dans les vidéos que tu as montrées. Donc, quel type de résistance a ce matériau? Alors d'abord, moi je trouve qu'il n'est pas très usé, le pavillon. Okay. Donc, il n'y a pas eu assez de gens qui l'ont touché. Si, non, mais c'était par rapport aux difficultés techniques, c'était mission impossible, ce projet, et c'était vraiment très, très, très dur à faire. Et là, ce qui a permis au niveau technique d'avoir, par exemple, dans les angles, quelque chose qui ne se casse pas aussi facilement que la terre, c'est justement la microfibre dont je parlais. On a rajouté des petites fibres, des petites choses. Enfin, c'est très compliqué. Et là, il ne s'use pas tant que ça, ce pavillon. Enfin, moi, je l'ai visité, j'étais étonné. Alors, on a prévu des retouches, tout ça, de le réparer. Mais il y a des matériaux traditionnels. Là, à Venise, tout Venise, tous les bâtiments historiques qui sont là, sont faits avec des matériaux hyper fragiles. Et c'est pas grave, ils vivent, ils sont beaux pour ça. C'était une des difficultés techniques, là, parce que le sol est un sol historique, il est encore plus fragile que de la terre. Donc il fallait réussir à poser ça sur ce sol historique. Et on a les enduits à la chaux qui sont friables, les pierres sont parfois friables. C'est pas grave. Et dans l'habitat, la terre crue vit très bien. C'est pas, voilà, on n'a pas une usure. Et après, on peut rajouter des choses pour consolider le matériau, des choses, des molécules végétales ou animales qui vont consolider. C'est des choses qu'on peut faire. D'accord. J'ai une question pour Nicolas, puis j'aimerais voir si quelqu'un a une question dans la salle. Nicolas, sur la page web de l'exposition Lieu Infini, il y a une question en grand caractère qui dit: est-ce qu'on construit des bâtiments ou est-ce qu'on construit des lieux? Et puis quand on construit avec le matériau qui est sous nos pieds, comme le suggère Romain, est-ce que ce serait plutôt des bâtiments ou des lieux? En fait, c'est indissociable. C'est-à-dire que là, ce dont on parle, c'est à la fois le plus petit, le grain de terre ou le millimètre, et c'est aussi les espaces dans lesquels on habite, et on habite tous quelque part, donc on est constamment confronté à la question de l'espace, de l'architecture. Ça, c'est quelque chose que l'humanité entière partage, en sachant qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes qui sont dans des habitats de type bidonville, donc il y a vraiment une urgence, et tous les jours, il y a 200 000 personnes qui rejoignent la planète Terre. Donc c'est-à-dire que toutes les semaines, on a 1 million d'habitants en plus. Et ça, c'est une certitude, c'est pas politique de dire ça, c'est juste ce qui se passe. Et face à ça, on a des choix de concepteurs, des choix de société sur la façon dont on va prendre soin de ces habitants nouveaux. Et donc, pour nous, cette question du lieu au regard du bâtiment, c'est de dire on ne peut plus se déconnecter d'une architecture de technicien où la beauté de l'œuvre se suffirait elle-même, mais on est obligé, dans un monde complexe, d'apporter des réponses complexes.
Ça, pour nous, c'est une complexité positive. Et on est aujourd'hui à un moment où on veut tout simplifier. On veut que ça soit A, B, C, et voilà, qu'il n'y ait que 3 choix. Mais la chance qu'on a en tant que concepteur, c'est qu'on a été formé à appréhender cette complexité. Et donc aujourd'hui, quand on est avec Amaco, quand on est avec des acteurs qui travaillent sur le réemploi des matériaux, on est aussi là pour se confronter à des vrais défis techniques, réglementaires, économiques, parce qu'il faut arriver toujours à être dans cet équilibre-là, et aussi des préjugés. La ville de Venise, elle est construite sur des millions d'arbres. Il y a une très belle citation de Scarpa qui dit qu'en fait on marche sur une forêt renversée, parce que les pieux qui tiennent Venise sont des troncs d'arbres plantés à l'envers. Donc quand vous marchez dans Venise, vous marchez sur une forêt. Et on aurait pu vous dire, mais vous êtes sûr que ça va tenir de mettre des arbres dans l'eau et que ça va pas s'effriter? Apparemment, et voilà, apparemment ça tient depuis plusieurs siècles. Exactement. Donc c'est ça qui nous intéresse. Voyons s'il y a quelqu'un qui a une question pour un de nos 3 invités, ou sur le pavillon. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, dans un moment, je vais inviter Alain Lardet pour vous donner une introduction au pavillon, mais avant de conclure, une dernière question pour Romain, parce que je pense que personne ici habite dans une maison en terre, ni dans une maison qui a une partie significative construite en terre. Est-ce que tu peux nous donner une idée de comment est-ce qu'une maison, au moins partiellement en terre, vit? Comment est-ce qu'elle respire? Comment est-ce qu'elle réagit aux températures? Quel type de qualité de vie elle crée? Alors, la qualité première de la Terre, quand on vit dedans, c'est l'atmosphère qu'elle dégage. C'est-à-dire, ça peut être une atmosphère visuelle, de confort visuel, mais c'est surtout qu'on a souvent la surprise, quand on rentre dans des bâtiments en terre, d'une espèce de volupté thermique. On le sent. Volupté thermique. Thermique. Regarde peut-être le microphone plus proche. Voilà. Volupté thermique. Voilà. on le sent, c'est-à-dire on le ressent avec le corps. Et ce qui est intéressant avec cette matière, que ce soit au moment où on la travaille ou au moment où on vit dedans, c'est justement la relation qu'elle instaure avec nous. Il y a tout un jeu en fait avec l'eau, je l'ai montré pour le process de production, mais aussi une fois qu'on habite dans la terre, en fait l'eau qui est dans notre corps, parce qu'on est fait d'eau, l'eau qui est dans notre corps va passer dans l'air et va être piégée dans le mur en terre qui est poreux. Donc en fait ça se transporte. À l'inverse d'une maison qui serait complètement étanche comme du plastique et où on se sentirait super mal. Donc c'est ça, on appelle ça les qualités de régulation hygrométrique de la Terre, qui sont en même temps des qualités qu'on mesure aujourd'hui pour le prouver, mais qui sont des choses qu'on ressent immédiatement quand on entre dans une maison en terre. D'accord. Merci beaucoup, Rami, Romain, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.